incorporée du nord du royaume. Pourtant, l'eau peine du canal ne provoque aucune véritable mobilisation des énergies, des capitaux et des talents. C'est dans la vieille ville que l'artisanat continue à produire sans pour autant prospérer. De même, la batellerie biterroise ne sait profiter des avantages de la nouvelle voie d'eau et reste longtemps en retrait de celle de Marseillan, Agde ou Sète. Cette frileuse attitude s'ajoute. Cher ami, je me permets d'interrompre votre séduisante babille. Je tiens à vous signaler que nous touchons au pont d'Occitanie. Il est le plus récent de tous les ouvrages d'art à l'usage des Biterrois pour franchir l'Orbe. Merci, cher disciple d'Hérodote. Je découvre avec étonnement la majesté de l'ouvrage. Mon cher convive me semble franchement déçu. Mais que cache cette élégante agencement d'arbres, accroché au talus à ma droite? Le pont-canal construit en 1857, il permet à l'eau de franchir l'eau. Alors le canal ne se jette plus dans l'Orbe? Non, les péniches et autres embarcations de plaisance ne quittent plus la voie d'eau artificielle. Quel est ce joli petit port de plaisance que nous longeons présentement? C'est le port neuf, que la construction du pont-canal a permis d'installer ici. Il a rapidement supplanté le port Notre-Dame, quand à la fin du 19e siècle s'est fortement développée l'économie viticole. Il a même profité de l'industrialisation en accueillant une usine chimique et une grande chaudronnerie. Que le monde a changé en 3 siècles. Où sont devenues ces industries? Je n'en vois nulle trace. Elles ont pour la plupart disparu, remplacées par un pôle étudiant et plusieurs entreprises de services. L'activité du port s'oriente essentiellement vers le tourisme fluvial. Il accueille non plus des ouvriers, mais des plaisanciers qui profitent de la quiétude du lieu. Comme j'entends bien leur désir. Quel langoureux plaisir que de s'acagnarder sous ce beau soleil, de jouir des bravetés des faiseurs de vin sous le rafraîchissant abri de ces grands arbres, et d'espincher les mignottes de passage en rêvant à quelques pinces à mort. Quelque aventure amoureuse à vous raviver l'esprit. Cher Cédor,
c'est Jada. Ce sont les allées, les remblats de Béziers. Elles portent le nom de votre célèbre inventeur et bâtisseur du canal des deux mers. Pierre-Paul Riquet? Le voilà devenu fort fameux. Pourtant, le canal est bien loin. Oui, mais au milieu des allées trône sa statue. Elle date de 1838. Elle est une œuvre de David d'Angers. Quel bel hommage. Ce bon Riquet, ce brave baron de bon repos, qui donne son nom à cet endroit si extraordinaire. Les allées sont un véritable tunnel de fraîcheur. Elles sont le lieu de rendez-vous préféré des Biterrois. Ils s'y retrouvent pour flâner et discutailler. Allez donc vous promener sous ces mailles ombragées, puis installez-vous sur une terrasse pour écouter quelques voix du pays. Et si vous êtes là un vendredi, profitez de l'opulence bigarrée du marché aux fleurs. Et le 15 août, laissez-vous gagner par l'ivresse de la feria. Vertu Dieu, quel est ce majestueux édifice que nous sommes en train d'accroiser? C'est le théâtre. Il a été inauguré en 1844. Béziers disposait enfin d'une salle de spectacle digne de ce nom. Les représentations se jouaient auparavant dans la salle haute de l'hôtel de ville, que sa désuétude et sa petitesse ont au XIXe siècle condamné. Ah, Béziers a toujours témoigné d'une grande ferveur pour les arts de scène. Mais je ne goûte guère à cette propension à l'enfermement pour assister à des spectacles. À mon époque, le théâtre se jouait de par la ville, sur des tréteaux. Les acteurs parlaient surtout en occitan, et les spectateurs n'écoutaient pas sagement. Ils se gaussaient, s'esbouffaient, s'emburlucoquaient à grand renfort de saillies, sanguines, quelques colibés ou boutades revigorées d'un comédien. Vous pouvez également vous enorgueillir du passage de Molière. Il est vrai que j'ai eu l'immense honneur d'assister à la représentation du Dépit amoureux, donnée en 1656. L'inventeur de la comédie à la française passait alors en notre bonne ville, pour notre plus grand plaisir. Il s'est même réjoui de quelques pièces en occitan données à l'occasion des fêtes de l'Ascarétage. Voici dans la rue de Trincavel. Je ne peux m'empêcher de me contrister au souvenir de cette famille qui longtemps mena les destinées de Béziers. Les vicomtes de Trincavel ont gouverné cette province languedocienne jusqu'en 1247, la préservant de ses puissants voisins de Toulouse, de Provence et d'Aragon. Les rois de France les ont privés de leur indépendance par moult vilainies. La première date de 1209. La vicomté était alors terre de tolérance. Juifs, catholiques et cathares vivaient en bonne intelligence. Mais le pape, Innocent III, décidé à éradiquer ce qu'il appelait l'hérésie cathare, organisa une croisade qui devait semer grande ruine dans la région. Le souverain des Français, Philippe Auguste, saisit l'occasion d'enrichir son royaume d'une nouvelle province. Il obligea nombre de ses chevaliers à se croiser. Le 22 juillet 1209, ces puissants combattants et leurs rivaux pillaient Béziers et massacraient les habitants réfugiés jusque dans l'église que vous découvrez sur votre droite. Le légat, Arnaud Armaury, chef de la croisade, aurait justifié cette tuerie par la fameuse sentence « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». L'église de la Madeleine, bâtie au XIe siècle, devait devenir le symbole de ce grand Mazel, de la liberté perdue, d'un Languedoc retrouvé vassal du royaume de France.
Quelle